Bonjour à tous, aujourd'hui on va traiter de l'homme le plus détesté aux États-Unis au début des années 2000, Scott Peterson. Et je pense que vous en avez déjà entendu parler. Il a été accusé et reconnu coupable du meurtre de sa femme, Laci Peterson, qui n'avait que 26 ans. Mais surtout, Laci était enceinte de 8 mois. Au-delà de ce drame, cette affaire est extrêmement intéressante. Il y a énormément de rebondissements pendant l'enquête. Les médias vont être passionnés par l'histoire de Laci et de Scott Peterson. Why did he leave his wife alone 8 months pregnant on Christmas Eve to go fishing by himself? Why? Et quant au procès, il aura lieu en 2004 et les caméras seront interdites dans la salle du tribunal. Cela va accentuer le doute sur la culpabilité de Scott Peterson. Cette histoire va diviser les foules et l'enquête est très controversée. Et après 22 ans d'incarcération, Scott Peterson clame toujours son innocence. Et début 2024, en janvier, il y a quelques semaines, le projet Innocence Los Angeles décide de représenter Scott Peterson. Et c'est la raison pour laquelle j'ai choisi cette affaire. Le projet Innocence Los Angeles n'est pas la même chose que Innocence Project, qui est national. Mais le but est le même. C'est que tout le monde doit avoir accès à un procès juste. Que les personnes soient défendues avec conviction et surtout qu'il n'y ait pas d'erreur judiciaire. Le projet Innocence Los Angeles a pour but de venir en aide aux gens qui sont inculpés en leur fournissant un avocat, mais aussi en essayant de défendre et de faire des appels pour des personnes qui ont eu un verdict de culpabilité alors que les preuves étaient rares. Des personnes qui sont emprisonnées mais qui pourraient être innocents. Innocence Project Los Angeles a une très bonne réputation. Et d'habitude, quand ils choisissent un cas dans lequel ils vont passer des heures et des milliers de dollars à enquêter, ils ne se trompent pas. Et défendre l'affaire Peterson, c'est un gros challenge. Mais c'est vrai qu'après que je me sois penchée sur cette affaire, je me pose une question. Si Scott Peterson avait été jugé en 2024, aujourd'hui, est-ce qu'il aurait eu un verdict de culpabilité? Maintenant, c'est à vous d'en juger. Tout se passe à Modesto, dans l'État de Californie. C'est une ville de 190 000 habitants en 2000. Elle est située sur une voie ferrée entre Sacramento et San Francisco. Modesto est au milieu. Et c'est une ville dortoir, c'est-à-dire que très peu de gens travaillent dans cette ville. Ils partent ou à San Francisco ou à Sacramento travailler. Autour de Modesto, ce ne sont que des champs, ce sont des terres agricoles. Scott Peterson, lui, est né à San Diego, au sud de la Californie. Il a été élevé par Arthur et Jackie Peterson. Les deux ont 6 enfants, mais de relations différentes. Scott est le seul enfant des deux, et il a été élevé avec son demi-frère, John Peterson. Il est né le 23 octobre 1972. Très tôt, il a une passion pour le golf, et à 14 ans, il est déjà doué. En 91, il part à l'université de Polytechnique en Californie, près de San Luis Obispo. Il y étudie l'agriculture et en même temps pour payer ses études, il travaille dans un restaurant qui s'appelle le Pacific Café. Et Laci fréquente souvent ce restaurant. En 94, c'est Laci qui va faire des avances à Scott et qui va lui laisser son numéro de téléphone. Elle appellera ensuite sa mère pour lui dire qu'elle vient de trouver l'homme de sa vie, l'homme qu'elle va épouser. Laci est née le 4 mai 1975. Elle a un grand frère, Brent, et une petite sœur qui s'appelle Amy. Ses parents ont une ferme laitière, mais quand Laci a 2 ans, ses parents divorcent. On est en 1977. Sa mère part de la ferme et va s'installer à Modesto, dans la grande ville. Là, elle rencontrera très rapidement Ron Grantzik, qu'elle épouse, et il élèvera Laci. Sharon décrit sa fille comme un soleil, toujours souriante. Elle adorait jardiner. La relation avec Scott devient sérieuse et 2 ans après leur rencontre, ils emménagent ensemble, en 96, dans la ville de San Luis Obispo où tous les deux font leurs études. L'année d'après, en 97, Laci finit ses études et elle devient maîtresse d'école. Ils décident alors de se marier. Les parents de Laci sont très heureux de ce mariage. Ils adorent Scott. Il est charmant, éduqué, social, calme et surtout, Laci a l'air heureuse. Après le mariage, Laci, elle, commence à travailler, alors que Scott n'a pas encore fini ses études. Et selon le procureur, à ce moment-là, Scott a une relation extra-conjugale. En 98, quand Scott est diplômé de l'université, il décide d'ouvrir un bar sportif.
Mais au bout de 2 ans, les deux veulent fonder une famille. Donc ils décident de vendre le bar et de partir vivre près des parents de Lacey, à Modesto. Là-bas, il se trouve une petite maison dans un quartier tranquille. C'est une maison avec 3 chambres et 2 salles de bain. Cette décision a été prise aussi parce que Scott a eu une très bonne proposition. On lui demande d'être vendeur dans une grande compagnie de fertilisants. Et il lui offre un fixe de 5 000 $ par mois pour commencer, ce qui est énorme en 2000. Scott va accepter. Et c'est comme ça qu'ils vont payer leur maison. Et dès ce moment-là, Lacey passe à mi-temps. Et ils essayent aussi de faire un enfant. Les mois vont passer et cela va être difficile pour eux. Mais en mai 2002, Lacey apprend à tout le monde qu'elle est enceinte. Sa mère, Sharon, et sa sœur Amy savent que Lacey, depuis toujours, rêve d'être une femme au foyer, de s'occuper de sa maison et de cuisiner des bons petits plats pour son mari et ses enfants. Durant l'été 2002, Scott va s'acheter un petit bateau, une espèce de barque avec un moteur. En plus de faire du golf, Scott adore pêcher. Le 23 décembre 2002, c'est un lundi. Comme tous les mois, Scott et Lacey se rendent au salon de coiffure salon de sa sœur, de Amy. Elle coupera les cheveux de Scott et ils passent du temps à discuter. Elle apprend aussi à Lacey comment se faire des boucles avec son fer plat. Puis Scott lui offre d'aller chercher le lendemain le panier de fruits qu'elle a commandé, car il a prévu d'aller faire du golf le lendemain, le 24, et le parcours est près du détaillant. Ces faits sont racontés par Scott Peterson lui-même, lors de son interrogatoire qui aura lieu dans la nuit du 24 au 25 décembre. Et c'est le détective Brocchini qui va mener l'interrogatoire. En fait, c'est lui qui est en charge de cette enquête. Scott continue en disant que donc le soir du 23, après être sortis du salon de coiffure, ils se sont arrêtés pour acheter une pizza. Quand ils sont rentrés chez eux, la femme de ménage était déjà passée dans l'après-midi. Ils s'installent devant le match et ils mangent leur pizza. À un moment donné, Lacey se lève et appelle sa mère, Sharon, pour confirmer le repas du lendemain, le repas du soir de Noël. Après, ils vont regarder un film ensemble et il estime qu'ils se sont couchés vers 22h30. Lacey avait mis son pyjama bleu. Pour le procureur, Lacey est décédée dans cette nuit-là, entre le 23 et le 24 décembre, car l'appel de Lacey à sa mère, en fait, est la dernière fois où quelqu'un de sa famille va l'entendre. Scott, lui, il dit qu'il s'est levé vers 8h du matin. Il pense que sa femme était déjà debout depuis environ 1 heure. Quand elle se levait, elle mangeait de suite pour éviter d'avoir des nausées. Quand il a rejoint, elle est en train de manger des tartines. Après, elle a mis son pantalon de pyjama à laver. Lui, Scott, est allé à la douche. Il était d'après lui 8h30, 8h40. À ce moment-là, dans la maison, dans la 2e chambre, qui sert de bureau, l'ordinateur familial se connecte à Internet. La météo est regardée, puis 2 achats sont faits avec le compte personnel de Lacey. Une écharpe rouge de Gap et un porte-parapluie avec des fleurs. Et dès ce moment-là apparaît un problème. L'équipe du procureur n'a pas fait analyser le disque dur de l'ordinateur pour savoir si c'était bien Lacey qui a fait ces achats. Ils n'ont fait appel à aucun expert pour confirmer, alors qu'ils avaient la possibilité de le faire. Le procureur expliquera tout simplement que pour eux, Lacey est déjà morte. C'est Scott qui a fait ces achats pour leurrer la police. Mais l'avocat de Scott, lors du procès, n'est pas du tout d'accord avec ça. Pour la défense, c'est une preuve comme quoi Lacey était vivante à ce moment-là. Scott continue son interrogatoire et il explique que, alors qu'il est en train de s'habiller, Lacey va venir le voir puis elle commence à lui expliquer ce qu'elle va faire aujourd'hui. Elle décide d'aller promener son chien comme elle fait d'habitude. Elle marche à peu près 45 minutes par jour. Puis après, elle ira faire des courses parce qu'elle a l'intention de faire pour le lendemain. Il y a un brunch de Noël qui est organisé chez ses parents et elle veut faire du pain perdu à la française. C'est une recette que je ne connaissais pas. C'est du pain perdu avec du Grand Marnier et de la cannelle. Et pour ça, elle doit aller acheter du Grand Marnier parce que normalement, le pain doit mariner dans le Grand Marnier. Il se rappelle aussi que sa femme a essayé de se friser un petit peu les cheveux avec son fer plat et après, elle est allée regarder l'émission de Martha Stewart. Elle adorait cette émission-là, elle n'en manquait aucune. Quand le détective Brocchini lui demandera quelle est la recette que fera ce jour-là, donc le 24 décembre, Martha Stewart, il dira qu'il pense que ce sont des cookies à la meringue. Mais il s'avérera que ça c'était le 23, c'est-à-dire le jour d'avant. Mais quand les policiers vont rentrer le soir et qu'ils vont fouiller la maison, ils trouveront sur le comptoir la recette du pain perdu, ce qui confirme en fait ce que disait Scott.
La femme de ménage témoignera aussi que le 23, quand elle est partie, il n'y avait pas de banc dans la salle de bain. Donc il a été mis entre le moment où elle est partie et le moment où la police est arrivée. Alors que Leslie regarde Martha Stewart, il se rappelle qu'à l'arrière de son pick-up, il a encore des parasols tout mouillés. Donc il va aller chercher les parasols et les sortir de son pick-up. Il va les ouvrir et les mettre sur le bord de la piscine. Sa voisine est dans le jardin où elle bricole quelque chose et elle va le voir. Tous les deux vont se dire bonjour. Elle dira qu'il avait le sourire aux lèvres, qu'il n'était pas stressé, qu'il avait l'air calme, comme tous les jours. Après ça, Scott dit qu'il a rejoint sa femme et elle lui demande de remplir le seau d'eau. Elle veut nettoyer le sol de la cuisine et c'est trop lourd pour elle. Donc il va le remplir d'eau et le mettre au sol. Elle commence à nettoyer le sol, il lui dit au revoir et il part à sa voiture. Pour le procureur, Leslie est déjà décédée. Et avant de partir, il a enroulé le corps de sa femme dans des sacs plastiques, des sacs de course. Puis, il a mis du ruban pour que tout tienne. Puis après, il aurait transporté sa femme de la maison au pick-up. Mais tout ça en plein jour, parce que l'arrière de son pick-up était plein jusqu'à 9 h du matin. Donc, il a fait ça en plein jour et ils n'ont pas de garage. La voiture est garée face à la rue. Il dit qu'il pense être parti vers 9h45, 10h. Et il conduit les 8 minutes qui le séparent de son bureau, / entrepôt, parce qu'il travaille dans un entrepôt, une sorte de hangar. Mais sa première connexion Internet est à 10h08 de son entrepôt. Scott va garer son pick-up face à son hangar, c'est-à-dire que le coffre est à la vue de tous. Scott raconte que quand il est arrivé, il a regardé ses emails, puis après il a écrit une carte de vœux à son patron. Il a continué à travailler à peu près 30 minutes. Ce qui sera confirmé de 10h34 à 10h56, il répondra à ses emails. Après, il dit qu'il a cherché un mode d'emploi pour monter un amortisseur. C'est un engin qu'il utilise pour son travail. Et ensuite, il a essayé de monter cet amortisseur, mais il a eu du mal. Il n'a pas réussi. Il s'est même blessé un petit peu le doigt. Il ouvre ensuite la porte du garage pour avoir plus de lumière et part chercher des outils dans la boîte arrière de son pick-up. Là où Leslie et Connor sont censés être, enrubannés de poches plastiques, mais personne ne verra rien. Il dit que peut-être qu'ils trouveront des gouttes de sang de son doigt dans la voiture, ce qui va être le cas, près de sa porte avant. L'amortisseur sera monté aussi, et il sera confirmé que cet engin a été livré le matin même. Les policiers constatent aussi que dans cet entrepôt, il n'y a pas la possibilité de rentrer le pick-up. Donc pour transporter le corps de Leslie sur le bateau, il a dû faire ça dans un lieu ouvert, dans un lieu public, en plein jour. Scott continue son explication. Vers 11h15, il trouve qu'il fait trop froid pour aller faire du golf. Il décide donc d'aller pêcher. Pour cela, il doit se rendre à la marina de Berkeley, qui est à peu près à 1h, 1h30 de son entrepôt. Il attache son petit bateau à l'arrière de son pick-up et ferme le garage. Il fera la route en 1h15, parce que quand il va arriver à la marina, il va être obligé de prendre un ticket. Et il est exactement 12h54. Scott va donc aller près de la rampe dans cette grosse marina qui est très achalandée et il va descendre son bateau à l'eau. Personne ne remarquera rien de spécial. Il poussera son embarcation jusqu'à 5 km de la marina et il choisit un endroit à côté d'un ponton pour pêcher. Au bout de 1h30, Scott pense qu'il va pleuvoir et donc il décide de rentrer. Les policiers, grâce à la description de Scott, vont découvrir exactement le lieu où il a pêché. Sa canne à pêche aussi va être retrouvée dans son embarcation dans le hangar et elle est encore mouillée. Quand il arrive à la rampe dans la marina pour remonter son bateau, il a du mal. Et quelqu'un qui va d'abord se moquer de lui donnera un coup de main après. Après avoir enquêté, les policiers vont retrouver le témoin qui confirme. Le météorologue dira qu'il n'a jamais plu ce jour-là sur la baie de Berkeley. Et ce qui est le plus suspect pour la police, c'est qu'il est resté 1h18 sans aucune connexion, alors que sa femme est seule à la maison, enceinte de 8 mois. Après avoir attaché son bateau, il appelle sa femme sur le téléphone fixe, mais elle ne répond pas. Il monte dans son pick-up et commence à rouler. Et là, il appelle sur son téléphone cellulaire, où là, il va laisser un message. Hey, beautiful. I won't be able to get to Villa Farms to get that basket for Papa. I was hoping you would get this message and go on out there. I'll see you in a bit, sweetie. Love you. Bye. Après, il va appeler ses parents et d'autres personnes. À 15h25, toujours en chemin, il l'appelle, mais elle ne répond pas. Il ne laisse pas de message. À 15h54, il rappelle et ne laisse pas de message. À 16h15, après avoir été pris dans les bouchons, il pose son bateau dans le hangar.
Il dira que ça lui prend pas plus de 5 minutes. Il pense être arrivé chez lui vers 16h30 à 16h45. Quand il arrive chez lui, il se gare à côté de la voiture de Laci. Puis après, il rentre par le jardin. Quand il ouvre la porte, son chien vient lui faire la fête. Et il s'aperçoit que autour du cou, il y a son collier, mais surtout, la laisse est accrochée. Il lui enlève la laisse et la pose sur la table de la terrasse. Quand il rentre, il appelle sa femme, mais elle n'est pas là. Il voit que le seau pour laver le sol de la cuisine est toujours là, plein. Donc il le prend et il le vide. Il dira qu'il avait peur que son chien et son chat, qui sont rentrés en même temps que lui dans la maison, boivent cette eau. Scott explique au policier qu'il n'est pas du tout inquiet. Il pense que Sharon, la mère de Laci, est venue la chercher pour l'aider à préparer le repas du soir. Il dit qu'après ça, il s'est déshabillé et il a mis ses vêtements dans la machine à laver, qu'il a fait tourner. Il travaille avec des produits chimiques et il a l'habitude tous les soirs quand il rentre de faire tourner une machine. Il dit qu'ensuite il est parti à la cuisine. Il a pris un bout de pizza et un verre de lait. Et il est allé sous la douche où il a mangé sa pizza. Quand il est sorti et qu'il s'habille, il se rend compte qu'il a des messages sur le répondeur. C'est son beau-père, Ron Gransky, qui l'appelle pour dire à Laci d'amener une crème spéciale pour le soir. Scott est étonné, il voit l'heure et l'appel a été fait il y a peu. Donc il prend le téléphone et appelle ses beaux-parents. Il leur demande de suite si Laci est avec eux. Mais Sharon, la mère, dit que non. Laci n'est pas là. Il dit à Sharon que la voiture de Laci est là, mais elle n'est pas là. Et que le chien avait encore sa laisse autour du cou. Et il dit exactement ces mots à Sharon. Laci a disparu. Il décide alors d'aller faire un tour dans le parc, là où elle va se promener d'habitude avec le chien le matin. Et avant de raccrocher, il demande à son beau-père d'appeler le 911, d'appeler la police et de reporter la disparition de sa femme, Laci. Les policiers vont trouver suspect que ça ne soit pas lui qui ait appelé le 911. C'est lui qui est chez lui et qui a découvert que sa femme avait disparu. Et ils savent qu'il aurait pu le faire tout en allant au parc, il avait un téléphone portable. Quand les policiers arrivent, ils demandent à Scott s'ils peuvent fouiller la maison. Et il sera tout à fait d'accord. Il ne s'opposera pas à ça. Le constat qui est fait par la police, c'est qu'il n'y a aucun signe de lutte. Il n'y a pas de sang, il n'y a aucun signe d'effraction. Les 3 bijoux préférés de Laci, dont elle ne se séparait pas d'habitude, sont retrouvés sur la table de chevet. Le détective Brocchini demande à Scott de lui montrer le trajet qu'il a fait dans la journée. Et donc ils vont aller à l'entrepôt. Quand ils arrivent là-bas, Scott explique qu'il n'y a pas de courant, que le courant a été coupé il y a quelques jours. Le policier ouvrira la grande porte du hangar et éclairera l'intérieur avec les phares de sa voiture. Il prendra quelques photos. Le détective Brocchini expliquera à la barre que le patron de Scott confirmera que l'électricité n'était pas coupée ce soir-là. Après cette inspection, vers 1h du matin, Scott est amené pour être interrogé. Et à la question « Avez-vous des problèmes conjugaux ?», Scott sera ferme « Non, ils n'en ont pas ». Les forces de l'ordre et la famille décident de médiatiser la disparition de Laci dès le 25 décembre au matin. Une annonce est faite durant laquelle le chef de la police de Modesto explique en détail les circonstances de la disparition de Laci. Et aussi, un point très important, il dévoile aux médias, en direct, l'alibi de Scott, c'est-à-dire qu'il est allé pêcher dans la baie de Berkeley, mais aussi il précise l'endroit exact, c'est-à-dire à gauche de l'île de Brooke. Il faut savoir que c'est ce petit détail qui va faire que la communauté va être divisée à propos de la culpabilité de Scott. Parce que, à ce moment-là, si Laci a été kidnappée, eh bien, les kidnappeurs savent où la déposer pour que le mari soit accusé. House her, please, please, please let her go. Bring her back. We love her so much. We want her back. Please, let us have her back. Jenny, la belle-sœur de Scott, dit qu'elle a commencé à avoir peur en fait de l'enquête dès ce moment-là. Et pendant les 22 ans qui vont suivre, elle croira complètement à l'innocence de Scott. Mais en même temps, toute la communauté cherche Laci. Le FBI va s'en mêler, il va y avoir des équipes de recherche, des chiens pisteurs. La famille Peterson et la famille Rocha se mettent ensemble pour chercher Laci. Même Scott Peterson, il est très impliqué. Mais la seule chose qu'il ne veut pas, c'est être mis en premier plan. Il ne veut pas qu'on le filme, ni qu'on le prenne en photo. Le 26 décembre, la police demande à Scott s'ils ne peuvent pas refouiller la maison. Mais Scott va leur répondre qu'il a besoin des conseils d'un avocat.
ce qui va marquer en fait le tournant de la coopération entre la police et Scott. La police obtiendra un mandat, ils vont tout refouiller, la maison et l'entrepôt, mais ils ne trouveront rien. Pourtant, dans les médias, il va être dit que la maison a été passée au javel. Mais ce n'est pas vrai. La maison était simplement propre. Leslie était très pointilleuse sur le ménage et la femme de ménage passait souvent. Quand ils vont fouiller l'entrepôt, / le bureau de Scott, ils vont se rendre compte qu'il a des kits pour faire des encres. Il faut savoir quand même que c'est quelque chose d'habituel. Chez des gens qui ont des bateaux, ils peuvent créer leur propre encre avec du ciment. Et sur un kit de 5, ils ne trouveront qu'une seule encre, celle en fait qui appartient au bateau. Scott dira qu'il a utilisé le ciment pour faire sa terrasse et combler les trous. Mais les détectives, surtout le détective Brocchini, pensent que ces encres ont été utilisées pour lester Leslie quand elle a été jetée à la mer. Au niveau du dock de la marina de Berkeley, des chiens pisteurs vont venir et un policier canin va faire sentir au chien un morceau de tissu qui pense être à Leslie pour qu'il puisse trouver son odeur, ce qu'il fera au niveau de la rampe d'embarcation. Pourtant, Scott le dit, Leslie n'est jamais venue avec lui, jamais. Même pas le 24, ni avant. It's because no murder occurred inside this house. The important house was this house. This house was being burglarized. Le 28 décembre, une annonce est faite. La maison qui est en face des Peterson, juste en face, c'est la maison des Medina. Et eux, ils sont partis le 24 au matin à 10h pour aller fêter Noël avec de la famille. Et ils sont revenus le 26 vers 16h. Quand ils sont arrivés, ils se sont rendus compte qu'ils avaient été cambriolés. Mais les policiers, très rapidement, vont dire que ce n'est qu'une simple coïncidence. Les cambrioleurs vont être arrêtés. C'est Steven Todd et Glenn Pierce. Les deux vont affirmer à la police que c'est bien eux qui ont fait les cambriolages, qu'ils étaient que tous les deux et qu'ils ont cambriolé la maison le 26 décembre. Et donc, pour les policiers, ce cambriolage n'a aucun lien avec la disparition de Leslie. Ils laissent tomber l'affaire complètement. Pendant ce temps, il y a énormément de fouilles qui sont faites dans la baie de Berkeley, près du lieu où Scott a pêché. Cela va durer des semaines, il va y avoir énormément de plongeurs, des sonars, mais à ce moment-là, les policiers ne cherchent plus Leslie vivante, ils cherchent un corps. Les policiers essayent aussi de trouver un lien entre la mort de Christine Smart et Scott Peterson, et elle a été tuée à Saint Louis Obispo, au moment où Scott Peterson y vivait. Mais ils ne trouveront aucune connexion. Le 31 décembre, une semaine après sa disparition, une vigie est organisée pour Leslie. Des centaines de personnes vont venir. Beaucoup de bénévoles qui ont travaillé et qui ont cherché Leslie seront là, tous avec une bougie à la main. La famille montera sur une petite scène improvisée et parlera de Leslie. Mais Scott ne montera pas sur scène. Il sera là, présent, mais dans la foule. Il ne veut pas parler. Et surtout, il ne veut pas être filmé. Et ça, les médias ne vont pas le comprendre. C'est quelque chose qu'ils ne vont pas du tout aimer. Il ne leur parle pas. Il ne leur fait pas partager ses émotions. Et donc ne répond à aucune question que les gens se posent. I would imagine he would be out begging the viewers to help in the search for his wife. He is, and he has. And he is with friends this evening that have been searching all day. Et le procès de l'opinion publique a commencé. Pourtant, à ce moment-là, la famille Rochas adore leur gendre. Scott's just as worried as we are. He is sick at heart about what has happened to Lacey. We're all looking for Lacey. We all want her back. Il l'apprécie beaucoup. Et puis, le 24 janvier 2003, une bombe va exploser dans les médias. La police dévoile que Scott Peterson a une relation extra-conjugale avec Amber Frey. Et elle ne se gênera pas pour parler aux médias. Elle a rencontré Scott par une collègue à lui, le 28 novembre 2002, quelques semaines avant la disparition de Leslie. Et la première fois où ils se sont rencontrés, ils se sont mis ensemble. Il lui a dit qu'il était célibataire, en fait, plus exactement qu'il était veuf. Et il ajoute que ce Noël, c'est le premier Noël sans sa femme. Le 28 décembre, après l'avoir reconnue à la télé, elle est allée directement à la police. Et le détective Brocchini l'a convaincue d'enregistrer les appels téléphoniques qu'elle avait avec lui. Et Amber Frey fera tout pour lui faire cracher le morceau. Le 31 décembre, alors que Scott est à la vigie pour sa femme. Amber. Hey, Happy New Year's. I'm near the Eiffel Tower. New Year's celebration is unreal.
The crowd is huge. Scott Peterson, ce qui est sûr, c'est que c'est un menteur. Un gros menteur. Amber fera des heures et des heures d'enregistrement. À un moment donné, il va lui dire en fait que sa femme vient de disparaître et qu'elle n'est pas décédée. Et au fur et à mesure des jours qui passent, elle lui demande, lui supplie de lui dire la vérité. Est-il responsable de la mort de sa femme? Mais jamais, jamais Scott dira que c'est le cas. You think I had something to do with her disappearance? Well, let's see. How can I believe that? How can I believe that? How could I believe anything for... I am not evil like that. I would hope not. I am... Oh my God. Bon, il faut savoir qu'après cette annonce, la famille de Lacey va tourner le dos complètement à Scott. Ils ne veulent plus le voir, ils ne veulent plus en entendre parler. Ils sont déçus, dégoûtés. Les bénévoles qui ont travaillé avec lui se sentent trahis et les médias, maintenant, peuvent s'en donner à cœur joie. Scott, why don't you answer some questions? How come nobody saw you at the Berkeley Marina and nobody saw Lacey walking the dog, huh? Scott, qui n'a plus rien à cacher maintenant, décide de faire une interview. Et les résultats de cette interview vont diviser la population. Certains vont le croire sincère et d'autres le trouveront trop calme, pas du tout affecté. Ils iront jusqu'à dire que c'est un sociopathe. Did your wife find out about it? I told my wife. When? In early December. It wasn't anything that would break us apart. There wasn't a lot of anger? No. Do you really expect people to believe that an 8.5-month pregnant woman learns her husband has had an affair and makes a peace with it? Well, you don't know. No one knows our relationship but us. Scott a trop menti pour que maintenant quelqu'un puisse le croire. Mais il y a une chose importante, c'est qu'après la médiatisation de la disparition de Lacey, énormément de témoins sont venus dire qu'ils l'avaient vue se promener après 10 heures le 24 décembre. Et le 13 avril 2003, la mer relâche sur le rivage près de la baie de Berkeley le corps du petit Connor. Il est découvert en décomposition. Autour de lui, il y a du ruban adhésif et des sacs plastiques. Connor a un ruban près de l'épaule et donc du cou. Le lendemain, c'est au tour du corps de Lacey d'être retrouvé par un promeneur. En fait, son corps est tellement décomposé qu'ils ne trouveront qu'une partie du torse. Elle aussi a du ruban adhésif et des sacs plastiques sur elle. Alors attention, ce que je vais dire, c'est morbide et difficile à entendre, ok? Mais il est possible qu'après sa mort, Lacey ait expulsé le bébé. Mais le médecin légiste ne pourra pas le dire. Il ne pourra pas non plus confirmer comment est mort ni Lacey, ni le petit Connor. On apprend quand même que le pantalon que portait Lacey n'était pas un legging noir. C'était un pantalon clair, sans doute de couleur beige. Dès l'annonce de la découverte des corps, Scott va quitter sa maison de Modesto et va partir chez ses parents, à San Diego, dans le sud de la Californie, près de la frontière du Mexique. Le 18 avril, les policiers décident de le mettre en état d'arrestation et donc ils vont le cueillir à San Diego. Ils l'arrêtent sur le parking d'un club de golf. Et étrangement, Scott s'éteint les cheveux, en blond, même la barbe. Il fouille sa voiture. À l'intérieur, il trouve 15 000 $ en cash. Du matériel pour camper aussi. Il a aussi en sa possession le permis de conduire de son frère, de John Peterson. Les policiers pensent sérieusement qu'il a essayé de fuir vers le Mexique. Et ils vont lui annoncer aussi que c'est bien le corps de Connor et de Lacey qui ont été retrouvés, parce que ça n'avait pas été dit à la presse. Les policiers diront qu'il a été impassible. Il n'a montré aucune émotion. Scott, dès ce moment-là, est inculpé et emprisonné donc pour le meurtre au premier degré de Lacey et Connor, le bébé à naître. De suite, Scott engagera des avocats. Et pendant ces 22 ans, ces avocats-là croiront à l'innocence de Scott Peterson. I know him. I know what his disposition is. I know what the evidence was. There was nothing. Et ils feront tout pour le sortir de prison. Mais la famille de Scott Peterson ne comprend pas. Il faut imaginer qu'il n'a aucun antécédent criminel. Il n'a jamais fait preuve d'agressivité ou de violence. Lacey ne s'est jamais plainte de lui. Les policiers vont chercher pendant des semaines dans son historique pour voir s'il a commis des méfaits, mais ils ne trouveront rien. Scott Peterson va plaider non coupable. Et quand vient le moment du procès,
Il va être extrêmement difficile de trouver des personnes qui n'ont jamais entendu parler de cette affaire, donc il décide de changer d'endroit. Et le procès se déplace donc vers une ville qui s'appelle Redwood. On est toujours en Californie, mais c'est au-dessus de San Francisco. La sélection du jury va être extrêmement difficile. Même dans cette ville, tout le monde en a entendu parler. Et certains mentiront. Ils diront qu'ils n'ont jamais entendu parler de cette affaire, ou même diront qu'ils n'ont pas d'opinion, alors que souvent ils en ont une. Le procès commence enfin le 1er juin 2004. Il va durer 5 mois et demi, ce qui est extrêmement long. Il y aura plus de 480 témoins. Le procès est un vrai cirque. Mais pourtant, dans ce procès, Scott Peterson risque la peine de mort. Le procureur a 2 motifs contre Scott Peterson. Le premier, c'est l'argent de l'assurance vie. Et le deuxième, Scott voulait vivre sa vie en tant que célibataire, pouvoir sortir avec qui il voulait. Le procureur explique que Scott a étranglé sa femme car ils n'ont pas trouvé de sang dans la maison. Pour eux, la scène de crime, c'est la maison. Après, il a tout rangé, tout nettoyé, parce qu'elle a dû se débattre. Il a recouvert Lacey de sacs plastiques et après il a enroulé avec des rubans adhésifs. Pourtant, rien dans la maison de Scott n'a été trouvé dans ce sens. Ils n'ont pas trouvé de sacs plastiques ni de rubans adhésifs. Le procureur explique aussi aux jurés qu'ils n'ont pas besoin de savoir exactement quand ça s'est produit. Mais à 8h40 ce jour-là, c'est Scott qui s'est connecté avec l'ordinateur. Ce qui sera objecté par Mark Geragos, qui est l'avocat de Scott Peterson. Après avoir sorti les parasols de son pick-up, il a porté le corps de Lacey jusqu'à l'arrière de son pick-up et il l'a déposé là. Personne ne l'a vu. Tout cela s'est passé entre 9h30 et 9h45. Après, il est allé à son entrepôt, où là il a laissé le corps de Lacey toujours à l'arrière de son pick-up pendant qu'il répondait à ses emails. Il prend ensuite une encre en ciment, il la met à l'arrière de son pick-up et il part vers la baie de Berkeley. Là, sans être vu, il va réussir à transporter le corps de Lacey sur sa barque au niveau du ponton, parce que c'est là que le chien policier a senti l'odeur de Lacey. Mais Mark Geragos fait remarquer que ce chien-là, le chien qui a été utilisé, n'était pas certifié. Il avait échoué en tant que chien renifleur. Et puis il prouve aussi que le tissu qui a été utilisé pour faire sentir au chien était un tissu que Scott utilisait aussi. Donc il y avait l'odeur de Lacey et de Scott dessus. Peut-être que le chien a senti l'odeur de Scott au niveau du ponton, puisqu'en effet il y était. Pour le procureur, il a traversé toute la marina, et selon l'avocat de Scott, c'est quand même difficilement imaginable qu'il soit passé à travers tous les bateaux où il y a du monde, des témoins, avec sa petite barque et le corps de Lacey à l'intérieur sans que personne ne l'ait vu. Le procureur continue. Il dit que Lacey était dans le bateau parce qu'ils ont trouvé un outil avec un cheveu de Lacey dessus. Mark Geragos dit que ça peut être juste un transfert. Il y avait sur les vêtements de Scott des cheveux de Lacey. Le procureur continue. Pour lui, quand il est arrivé au niveau de l'île de Brooke, il leste le corps et le bascule dans la mer. Mais Mark Geragos dit qu'il est impossible de passer par-dessus bord un objet qui a le même poids que Lacey avec une ancre. Ils ont essayé. Quand on fait ça, la barque se renverse. Elle se retourne. Et le procureur finira en disant qu'à 17h30, quand il a appelé sa belle famille, qu'il a de suite annoncé qu'elle avait disparu, il savait qu'il était sain et sauf. Ses vêtements tournaient dans la machine. L'expert en courant marin qui va venir témoigner pour le procureur dira que si Scott a jeté sa femme au niveau de l'île de Brooke, il lui semble qu'elle aurait pu dériver là où elle a été trouvée. Mais en contre-interrogatoire, Mark Geragos confirme avec lui que c'est un expert en courant marin, mais pas en déplacement de corps, ni non plus de la baie de San Francisco. Et l'expert dira aussi que quand il a commencé à faire ses recherches, le procureur l'avait déjà avisé du résultat, ce qui est un biais. Il finira en disant « Je ne suis pas sûr de mes propos, mais c'est une possibilité ». Quant à Mark Geragos, lui, il explique sa théorie. Et tout part du cambriolage de la maison des Medina. Pour lui, tout s'est passé le 24, parce qu'après, il y a trop de monde devant la maison, il y a trop de journalistes. Ils ont aussi un témoin qui s'appelle Diane Jackson et qui, à 11h du matin le 24, a vu 3 hommes près d'un van. Ils étaient devant la maison des Medina. Pour Mark Geragos,
Quand elle est revenue de sa promenade, Lacey a vu ces hommes et elle a dû les confronter. Elle avait un tempérament à ne pas se laisser faire. Peut-être qu'ils l'ont kidnappée. Et quand ils l'ont eu sous leur emprise, ils ont appris l'alibi de Scott Peterson, qu'il était parti à la baie de Berkeley. Il n'avait plus qu'à jeter le corps là-bas. Mark Geragos appellera aussi les 11 témoins qui ont vu Lacey se promener. Notamment, il y a la voisine d'en face, qui alors qu'elle lavait la vaisselle, a vu Lacey sortir de chez elle avec le chien. Mais le procureur dira que, vu son âge aux témoins, elle a pu se tromper de jour. Et les 10 autres témoins seront petit à petit balayés comme ça par le procureur. Et aussi parce qu'il y a des problèmes d'heures. Le facteur qui est passé pour amener le courrier dit qu'il n'y a pas eu un seul jour où le chien n'a pas aboyé, sauf le 24 décembre. Il savait que ce chien n'était pas là à ce moment-là. Et les gens qui la voient marcher la voient avec un legging noir et une blouse blanche. Sauf qu'on sait qu'elle n'avait pas de legging noir. Ils la voient entre 10h du matin et 10h45. Mais le chien a été ramené par Kristen Surveil à 10h18. En fait, à cause des horaires. Rien ne semble tenir. Et cerise sur le gâteau, le procureur a trouvé une femme, brune, de la même taille que Lacey, qui ce jour-là était habillée en blanc et avait un legging noir. Elle promenait son chien, identique à celui de Lacey et Scott. Elle était enceinte. Le procureur a marqué son point face au juré. Et il rappelle aussi que sur tous les flyers, il était marqué que Lacey, ce jour-là, portait une blouse blanche et un legging noir. Les témoins qui ont appelé savaient, rien qu'en lisant le flyer, comment elle était habillée. Et en plus, il y avait une récompense de 195 000 $ donnée par la famille. Pour le procureur, les témoins visuels ne sont pas crédibles. Et puis, Mark Geragos pense que quand Lacey a été kidnappée, sous la peur, elle a accouché. Il fera venir à la barre un chirurgien obstétrique qui témoignera, grâce à une mesure scientifique, que ce bébé, Connor, était vivant jusqu'au 29 décembre. Mais sous la pression de contre-interrogatoire, le chirurgien va se fâcher. Et il finira par dire au procureur « Tu vas me lâcher 5 minutes avec tes questions ?» Il s'avérera qu'il s'est trompé dans ses mesures. Le verdict est rendu. Scott Peterson sera reconnu coupable. Il faudra 4 mois à ce même jury pour rendre une sentence. Et Scott Peterson aura la peine capitale. Il part à Saint-Quentin dans le couloir de la mort. Pendant les années qui vont passer, il va y avoir 3 appels. Le premier, je n'ai pas réussi à savoir ce que c'était. Mais le deuxième, le 20 juin 2020, les avocats de Peterson disent qu'il y a eu un problème avec le juge au début de la sélection des jurés. Le juge a demandé à chacun, un par un, s'ils étaient pour ou contre la peine de mort. Et s'ils étaient contre, ils étaient récusés. La Cour suprême va se pencher sur ce problème. Ils ne vont pas décider de refaire notre procès. Mais par contre, ils vont changer la sentence de Scott Peterson. Ils vont enlever la peine capitale et mettre prison à vie. En 2022, un autre appel est lancé. Et cette fois-ci, c'est à propos d'un juré, de Rachel Rice, qui a été surnommée par les médias la Charlotte aux fraises, comme le gâteau, parce qu'elle avait les cheveux rouges. Elle a menti lors de la sélection des jurés, à la question de savoir si la personne a été victime. Elle a répondu que non, alors que c'est faux. Elle a été victime de violences domestiques, 2 fois. Rachel Rice avait dit avant le procès qu'elle n'aimait pas Scott Peterson et qu'elle ferait tout pour le faire tomber. Elle voulait qu'il ait la peine de mort. Guess what, Scotty? San Quentin's your new home. Quand le procès s'est fini, elle a commencé à lui écrire des lettres en prison. Et c'est comme ça qu'ils se sont rendus compte qu'elle avait une haine personnelle envers Scott Peterson. Elle le détestait plus que tout et lui en voulait pour ce qu'elle avait subi. La Cour suprême n'a pas encore rendu son avis pour savoir s'ils allaient faire un autre procès ou pas. Et c'est pour ça qu'en 2024, quand Projet Innocence reprend le cas de Scott Peterson, c'est intriguant. Surtout, ils vont commencer déjà à faire des demandes. 3 demandes étonnantes. Ils souhaitent avoir les résultats des analyses ADN qui a été retrouvées sur les bijoux qui ont été volés dans la maison des Medina. Ils veulent aussi avoir la possibilité de prélever et de faire analyser les ADN qui ont été retrouvés sur le ruban et les sacs plastiques qui entouraient les corps décomposés.
parce qu'aucune recherche n'a été faite. Et le troisième point, c'est qu'ils veulent des échantillons de sang retrouvés dans un matelas qui était dans un van partiellement brûlé. Et ce van a été retrouvé près de chez Scott et Laci le 25 décembre 2002, soit le lendemain de sa disparition. Ce van-là, on n'en a jamais entendu parler. Jamais. Les policiers à l'époque n'ont vu aucun lien parce qu'ils ne croyaient pas du tout Diane Jackson, qui disait avoir vu un van avec 3 personnes devant la maison des Medina. Donc ils ont écarté ce van. Et voilà pour toutes les updates sur Scott Peterson. Et j'aimerais savoir ce que vous pensez donc de ce cas. Et maintenant, je vais vous donner mon opinion personnelle. Je crois que Scott Peterson a tué sa femme et son fils à naître. Mais si j'avais été un juré, j'aurais eu beaucoup de doutes raisonnables. Parce qu'il y a beaucoup de difficultés dans cette affaire. L'enquête n'a pas été très bonne, il y a eu beaucoup d'erreurs et aucune preuve directe. Pour arriver à une conclusion de culpabilité de Scott Peterson, il faut laisser beaucoup de témoins derrière, oublier le chien, faire abstraction des voleurs. Il faut prendre le comportement qu'a eu Scott Peterson et le retourner contre lui, parce qu'il n'a pas réagi comme on s'y attendait, même si je pense qu'il n'y a aucune façon de réagir face à la perte d'un être cher. Et donc, j'espère profondément que Scott Peterson est coupable, parce que sinon ça serait terrible. Scott Peterson serait la 3e victime. Alors voilà, c'est fini pour l'histoire triste de Laci et du petit Connor. Et j'espère que vous avez aimé passer du temps avec moi, et merci à ceux qui sont encore là. Surtout, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager beaucoup d'amour dans la journée. À plus tard!